Pour beaucoup de Suisses, beaucoup de Suissesses, le départ à la retraite annonce un choc financier. Si les rentes AVS sont relativement prévisibles, les rentes du deuxième pilier, elles, sont incertaines et depuis des années, les travailleurs voient leurs promesses de rente diminuer de manière douloureuse. Le taux de conversion, c'est ce qui détermine ce que va rapporter notre capital à la retraite. Ce taux est donc fixé à 6,8% depuis des années, ce qui veut dire que 100 000 francs de capital génèrent une rente de 6 800 francs par an. Et il est question de le ramener à 6%, ce qui, mécaniquement, réduirait les rentes. Mais attention, pour ceux qui gagnent plus de 86 000 francs par an, eh bien, le surplus est assuré à des conditions libres et en gros moins bonnes. Résultat, sur les relevés de leur caisse de pension, il apparaît un taux moyen plus bas, par exemple 5%, et c'est ce chiffre qui, globalement, est en baisse. Précision importante, puisque ce taux est au cœur de la réforme qui se dessine en ce moment à Berne. Bonsoir Stéphane Rossini. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales. Merci d'être avec nous. Alors, vous prévoyez une réduction du taux de conversion du deuxième pilier. Est-ce que ça veut dire que les rentes vont baisser ? Alors, si on ne prévoit que la diminution du taux de conversion, oui, les rentes vont baisser, elles peuvent baisser jusqu'à 12% en moyenne, mais le Conseil fédéral, dans la révision, a prévu des mesures de compensation pour la génération transitoire. Et ces mesures de compensation, donc une augmentation de la rente de 200, puis de 150, puis de 100 francs pour les 15 premières années, eh bien, devraient permettre de maintenir justement le niveau de rente. C'est une promesse du Conseil fédéral dans sa révision. En échange, il faudra quand même cotiser plus, sinon ça ne marchera pas. Effectivement, le Conseil fédéral prévoit un fonds ad hoc pour financer ces mesures de compensation et ce fonds sera financé à hauteur de 0,5% répartis entre employés et employeurs et ces montants vont être gérés par l'institution supplétive qui va financer ces mesures de compensation. Ouais, donc ça veut dire en gros qu'on payera plus tout au long du parcours professionnel pour réussir à compenser ces baisses. Effectivement, il y a un financement supplémentaire. Il n'y a pas de miracle dans les prestations qu'on octroie. Il faut des recettes supplémentaires. Bon, alors vous nous dites, voilà, pour la part obligatoire, les rentes ne devraient pas baisser grâce à ces compensations. Beaucoup de personnes ont quand même aussi une partie d'assurance en surobligatoire. Pour eux, est-ce que le taux moyen va poursuivre sa dégringolade ? Alors, tout cela dépend de la situation financière effective des caisses de pension. On a en Suisse à peu près 1400 caisses de prévoyance et toutes ont leur propre règlement. Et on peut imaginer qu'en fonction de la situation financière, démographique des caisses, ce taux pour la partie surobligatoire puisse continuer ou éventuellement continue de baisser. Ouais, donc peu de perspectives réjouissantes ici. La retraite, c'est aussi la promesse de conditions de vie décentes après des décennies de travail. Alors cette promesse, est-ce qu'elle est tenue ? Est-ce qu'elle est tenable ? Stéphane Rossini, on en parle avec vous dans quelques minutes, juste après ce reportage. Il faut remonter de 50 ans, ou presque, pour trouver dans nos archives la promesse du Conseil fédéral quand il lançait l'idée de la LPP. La prévoyance vieillesse, survivant et invalidité globale, premier et deuxième pilier, doit permettre le maintien dans une mesure appropriée du niveau de vie antérieur. La baisse des rentes préoccupe les syndicats. Ils s'interrogent sur les promesses du Conseil fédéral pour savoir si, aujourd'hui, elles sont encore tenues. Je vous dirais qu'elles sont encore tenues. Mais si nous ne prenons pas de mesures, bientôt elles ne seront plus tenues. Mais attention, nous ne sommes pas en train de parler de vacances sous les cocotiers. On parle effectivement de maintenir, de pouvoir vivre et de ne pas passer à l'assistance. Mais disons, c'est encore rempli. Mais si demain on baisse les rentes, si demain on touche à ce qu'il y a aujourd'hui, eh bien, ce sera plus rempli ce mandat-là. Fraîchement retraité, Pietro Boschetti a signé les enquêtes de plusieurs temps présents de la RTS sur les questions liées au deuxième pilier. Il prépare pour l'année prochaine un documentaire sur les fondements historiques de la prévoyance vieillesse et de ses conséquences. Aujourd'hui, la prévoyance vieillesse en Suisse, en comparaison internationale, si je me fie aux chiffres de l'OCDE, on voit que le niveau des rentes, toujours en pourcent du dernier salaire, est en Suisse plutôt bas. On est dans le dernier tiers de ce point de vue-là, parce que ce qui est important, c'est d'avoir un niveau de rente suffisant pour vivre. Est-ce que cet objectif, aujourd'hui,
presque 40 ans après la mise sur pied de l'élément essentiel qui est le deuxième pilier est atteint, moi je prétends que non, il n'est pas atteint et je ne pense pas qu'on est en train de l'atteindre. Et le paradoxe, c'est que plus on s'approche de ce terme de 40 ans, plus on s'éloigne de l'objectif constitutionnel qui est des 60%. C'est extraordinaire. Plus il monte en puissance, moins il tient ses promesses. Les 4/5 de nos vieillards vivent dans le besoin. Or, des hommes nécessiteux ne sont pas des hommes libres. Pour assurer le fonctionnement du système, une réforme est indispensable et le Parlement en discutera prochainement. Mais le débat est lancé. Du côté d'Avenir Suisse, par exemple, entre autres propositions, on invite à plus de flexibilité, comme individualiser davantage le système, faciliter le troisième pilier ou choisir sa caisse de pension. Aujourd'hui, on a une société qui est beaucoup plus maître de ses choix, qui assume aussi ses choix. Certaines personnes aimeraient mettre de l'argent dans des fonds écologiques, d'autres pas, d'autres seulement en Suisse, d'autres, enfin, chacun ses préférences. Et si on pouvait permettre aux employés de choisir quelle est la caisse qui gère leurs avoirs, sachant que c'est quand même le gros de votre fortune qui est parqué dans ce deuxième pilier, ça permettrait de mieux tenir compte de ces préférences individuelles. L'autre élément qui me paraît important, c'est de ne pas juste tout miser sur l'AVS et sur le deuxième pilier, de prendre soi-même conscience de ce dont j'ai besoin. Vous et moi, on n'a peut-être pas les mêmes attentes par rapport à nos revenus à la retraite, et du coup d'ajuster. Mais il faut commencer très tôt, 25 ans, 30 ans, ça n'a pas besoin d'être des grands montants, mais très vite commencer à économiser, parce que ce que vous mettez de l'argent de côté tôt, avec l'intérêt et l'intérêt composé, donc l'intérêt sur l'intérêt, ça fait que les petits ruisseaux font des grandes rivières le moment de partir à la retraite. Favoriser le troisième pilier pour d'autres, ça peut être un cadeau empoisonné. Je pense que ceux qui plaident pour ce modèle-là, un, oublient le principe d'assurance sociale et de solidarité, deux, donnent des illusions aux gens, c'est transférer le risque sur l'individu. Alors, encore une fois, on est dans un régime d'assurance sociale, et dans un régime d'assurance sociale, on est solidaire, même si c'est le deuxième pilier et même si c'est placé sur les marchés boursiers. À Genève, Jean Blanchard a été suivi par la TSR à différents moments de sa carrière professionnelle. En 1979, dans l'émission Telle Quelle, il avait 23 ans. On paye une caisse de retraite, ouais, tous les mois, 5%. Ça représente combien pour vous, en francs? Ça représente 100 francs. 100 francs et les poussières. Vous savez ce que vous allez toucher à votre retraite? Non, je ne sais pas combien ça va me faire, non. En 2013, il apparaissait dans un temps présent, à l'âge de 57 ans. Je pensais que quand on a travaillé 45 ans, qu'on a apporté une contribution à la société pendant 45 ans, on a le droit de pouvoir vivre dignement, d'avoir un revenu qui vous permette d'inviter vos enfants, d'inviter des amis, d'avoir quelques loisirs. Mais avec tout ce qui se passe dans le deuxième pilier, on peut garantir de rien. Aujourd'hui, Jean Blanchard a pris sa retraite. Pour lui, la promesse de maintien du niveau de vie n'est pas tenue. Clairement non. À titre d'exemple, au début du deuxième pilier, le taux de conversion était de 7,2. Aujourd'hui, quand moi j'ai pris ma retraite, il est de 6,2. Très concrètement, ça veut dire que si j'avais un avoir vieillesse de 200 000 francs, j'aurais touché une rente de 14 400 francs à l'époque. Et maintenant, concrètement, aujourd'hui, je touche 2 000 francs par an de moins. Donc, le deuxième pilier n'a pas tenu ses promesses. D'autant que Jean Blanchard, pour s'occuper de ses enfants, a travaillé 20 ans à temps partiel, ce qui a pénalisé sa retraite. Ça m'a pénalisé dans le sens que je vais toucher une rente de deuxième pilier qui est à peu près un peu plus de la moitié de ce que j'aurais touché si j'avais travaillé à plein temps. Seuls les gens qui ont des très hauts revenus bénéficieront d'une bonne retraite. Et la majorité des gens qui ont des revenus, voire même des revenus moyens, vont avoir des retraites assez faibles, voire nettement moins que ce qui était prévu. Quand vous vous êtes approché de la retraite, est-ce que vous avez réfléchi à est-ce que je prends la rente, est-ce que je prends le capital? C'était une question? Pour moi, ce n'était pas une question, c'était clair que je prenais une rente, parce que je pense que le système de rente est bien meilleur que le système du capital, parce que vous pouvez retrouver dans des grandes difficultés. Si vous prenez le capital, vous le mangez, ou vous essayez de le placer, vous risquez de vous retrouver dans des difficultés assez importantes.
Stéphane Rossini, d'après une étude de Crédit Suisse, en 2025, donc c'est demain, les rentes totales que l'on recevra représenteraient à peu près 45% de notre dernier salaire. C'est loin de l'objectif visé qui est de 60%. Est-ce que le système tient ses promesses vis-à-vis des citoyens ? Alors, le système peut tenir ses promesses, mais ça dépend éventuellement et évidemment des choix politiques qu'on va faire. La Constitution dit que le premier pilier, donc l'AVS plus les prestations complémentaires, doivent permettre de couvrir les besoins vitaux. L'AVS plus la LPP, le niveau de vie antérieur, ce fameux 60% que vous venez d'évoquer, on voit aujourd'hui que ce 60% est difficile. Moins on gagne, plus l'AVS est importante. On sait que le niveau des rentes AVS est relativement bas. Et ensuite, plus on va augmenter le niveau de salaire, et bien plus la part du deuxième pilier, mais aussi du troisième pilier, va intervenir pour constituer ce maintien du niveau de vie antérieur. Donc c'est une référence qui est théorique et qui va varier bien évidemment d'une personne à l'autre. Il est très difficile dans ce système avec une pratique très décentralisée, des règlements et des pratiques très particulières de chacune des caisses, d'avoir une moyenne générale suisse. Il faut vraiment faire une analyse au cas par cas. Mais globalement, dans les grandes lignes, on n'a quand même pas l'impression qu'on va vers le beau. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont aujourd'hui 25, 30 ans ? Comment est-ce qu'ils peuvent encore croire dans ce système suisse des retraites ? Alors, le système est solide dans le sens où il est pluriel, c'est-à-dire qu'on a un premier pilier par répartition, donc toutes les cotisations d'une année servent à financer les rentes de la même année. On a un système qui s'y ajoute et qui est celui du deuxième pilier par capitalisation, et ensuite on a des compléments individuels, privés. Donc cette pluralité des approches, je dirais, donne un certain socle, un socle relativement solide. Le modèle suisse est d'ailleurs souvent cité en exemple. Maintenant, on a des facteurs qui sont incontournables. Le vieillissement démographique, c'est un élément fondamental. On vit beaucoup plus longtemps et par conséquent, on doit servir des rentes sur une période beaucoup plus longue. Merci beaucoup Stéphane Rossini. On verra si ça a redonné confiance ou pas aux jeunes qui nous écoutent. On vous souhaite une très belle soirée du côté de Berne. Merci, bonne soirée. Et si nous avons beaucoup parlé de rente, certains préfèrent l'option d'un retrait, puis d'un placement d'une partie ou de l'entier de leur capital. Mais là aussi, il peut y avoir de mauvaises surprises. Josiane et Jacques Deyon ont placé une partie de leur avoir vieillesse. Mais aujourd'hui, le rendement annoncé de leur capital les inquiète. J'ai donc pris une retraite anticipée à 63 ans. Bien sûr, encore en bonne santé, c'est un peu le but finalement. Et puis, mon deuxième pilier était chez AXA Winterthur. Donc j'ai placé dans le premier plan 140 000 francs. Et puis dans le deuxième, 240 000. Jacques Deyon s'alerte quand il reçoit les relevés fiscaux de ses investissements. Le montant du relevé fiscal était inférieur, quelques milliers de francs, voire dizaines de milliers de francs, au montant que j'avais investi chez eux. Votre capital était un peu en train de fondre. Était en train de fondre comme neige au soleil, exactement. Et vous n'avez pas d'explication claire? Absolument pas. C'était de nouveau un nuage de fumée qu'on m'a envoyé avec une lettre qui composait, qui avait au moins 8 ou 10 fois le mot frais. Frais de gestion, frais de je sais pas quoi. Et c'était incompréhensible. Le service de presse d'AXA nous a expliqué que les montants investis ont des minimums garantis. Ils comprennent aussi une part assurance en cas de décès et en effet différents frais. Le montant effectif dépendra de l'évolution du fonds choisi, déterminé en fonction du profil d'investissement. Inquiétude comparable chez un autre retraité, Frédéric Di Rosa. Alors en fait, j'ai souscrit à un plan de prévoyance des retraites populaires. Lorsque je vais sur le site de retraite populaire où chaque client a sa page, je m'aperçois que le taux de conversion a changé et le changement est assez important, ce qui fait que la rente projetée baisse de 14%. Alors ça m'a quand même choqué. C'est bien ce qui est arrivé à Frédéric Di Rosa. Lui aussi a pris sa retraite et placé son avoir de vieillesse, mais ce passionné de photographie ne s'explique pas la baisse projetée de 14% à l'horizon 2025.
le taux de conversion n'est pas figé, ou du moins il est figé d'une année pour l'année suivante, si on veut bien. Dans le cas très précis de cet assuré, il y a une baisse qui est prévue de 2022 à 2025. On prend très au sérieux ce manquement, on aurait dû effectivement communiquer sur le fait que les taux de conversion peuvent baisser d'année en année. Sachant cela, quelle marge de manœuvre a-t-il? Alors, il peut soit demander jusqu'au 31 décembre de cette année le transfert de ses avoirs dans une autre institution, ou alors démarrer tout de suite la rente à vie, sa rente viagère. Frédéric Di Rosa déplore ces baisses, alors que, dit-il, les marchés financiers se portent bien. Il envisage donc de retirer tout son capital et de prendre lui-même soin de ses placements. C'est moi qui vais veiller aux performances et puis surtout, je vais pouvoir adapter mon train de vie en fonction des tranches d'âge. Sachant qu'en général, entre 65 et 75, c'est là qu'on a le plus la forme, qu'on peut entreprendre plus de choses et qu'on a besoin de plus d'argent. On peut faire un calcul avec la rente. Bon, je fais un calcul, c'est pas actuaire, hein, c'est un calcul comme ça, fait au doigt levé. Si vous pensez que le rendement de l'immobilier est environ entre 3 et 4 %. Donc si on fait un bref calcul un peu bête et méchant, on dirait qu'en plaçant le capital, avec le taux de conversion qui est proposé, en fait, le rendement du capital paye la rente. Ce qui veut dire qu'au moment du décès, le capital reste propriété des retraites populaires. Donc ça leur a rien coûté et ils gagnent le capital à terme. C'est quand même un bon business. Hein. Si je devais refaire ma vie, je ferais fonds de pension. Bonsoir Roland Bron. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur pour la Suisse romande de Vézet, d'une société spécialisée entre autres dans le conseil en matière de prévoyance. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avant sa retraite pour améliorer son deuxième pilier? Il y a toujours la possibilité, souvent il y a la possibilité de renforcer son deuxième pilier, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle des rachats LPP ou des rachats dans le deuxième pilier. Et ce sont des paiements facultatifs qu'on peut faire s'il y a un potentiel de rachat, c'est-à-dire s'il y a un trou dans son deuxième pilier. Et avec ce rachat, on peut améliorer sa situation de prévoyance et en plus bénéficier des avantages fiscaux. Donc ça, c'est par exemple si on a arrêté de travailler pendant quelques années ou si on a eu des variations au niveau du salaire? Voilà, c'est un bon exemple. Voilà, si quelqu'un a pu bénéficier d'une augmentation de salaire, dans ce cas-là, il y a souvent un potentiel de rachat qui se crée. Et ça donne en même temps un trou dans la prévoyance qu'on peut combler ou remplir avec des paiements facultatifs. Ça, on s'en soucie vers quel âge, idéalement? Alors, nous recommandons de faire des rachats dans la caisse de pension à partir de 50 ans ou 55 ans, c'est un peu dans cette tranche d'âge. Là où il y a le plus de marge de manœuvre, finalement, c'est au niveau du troisième pilier. Et là, ça peut commencer nettement plus tôt. À partir de quel âge est-ce qu'on est censé s'y mettre? Alors, le troisième pilier, c'est tout le monde qui peut le faire dès qu'on est actif dans le monde professionnel. Donc, nous recommandons de commencer avec le troisième pilier à partir de 25-30 ans. Peut-être pas avec le montant maximum, mais avec des montants 1 000 ou 2 000 francs par année. Et avec le temps, si dans le cadre du possible, augmenter les cotisations pour constituer une épargne complémentaire pour la retraite. Alors, on va voir que certains jeunes ont de la peine à se sentir concernés avec l'humoriste Benjamin Descoster. On en parle juste après. J'étais chez moi et je pensais au deuxième pilier. Ouais, enfin, je pensais surtout à ma retraite. Désastre sanitaire. Des rafales à plus de 250 km/h. Les infections Covid-19 repartent à la hausse. Oui, parce que les pandémies, les risques de cancer et l'urgence climatique qui est devenue le trop tard climatique, je me disais que j'allais pas en voir la couleur de ma retraite. Ouais, avant 50 ans, on est un peu des daltoniens de la prévoyance. Et en plus, quand j'écoute nos politiciens, j'ai l'impression qu'on va jamais être à la retraite. L'espérance de vie augmente, et si on veut garder les mêmes rentes, alors il faudra travailler plus longtemps, mesdames et messieurs. Je crois que leur plan secret, c'est de caler l'âge de la retraite sur l'espérance de vie. Mais si ça se trouve, un jour, ils vont proposer que les morts continuent à cotiser. Et même, après, j'ai voulu comprendre ce que c'était la valeur de rachat, le taux de conversion, la part employeur. Mais c'est aussi compliqué que de faire une partie de Mikado les yeux bandés avec un gant de cuisine. Mais ça doit être fait exprès. Comme ça, quand on essaye de comprendre quelque chose à notre retraite, on fait un AVC et on devient une charge pour l'AI, mais pas pour le deuxième pilier.
En fait, le seul moment où tu as le temps de t'intéresser à ta retraite, c'est quand tu y es. Et que tu peux plus rien changer à ta rente. Ou alors, il faut que j'arrête de glander tranquillement sur mon canapé pour travailler plus et cotiser plus. Et finalement, quand j'aurai 65 ans, je pourrai enfin glander tranquillement sur mon canapé. En fait, c'est fatigant d'être prévoyant quand on est jeune. C'est pas étonnant que ça rende vieux. Roland Bron, il y a quand même des questions auxquelles on peut commencer à réfléchir tôt. Par exemple, en matière de troisième pilier, vous conseillez quoi? Plutôt banque ou plutôt assurance? Alors nous recommandons de séparer la partie assurance et la partie épargne, donc de constituer une épargne avec une institution bancaire pour bénéficier d'un rendement intéressant et constituer un capital pour la retraite. Et s'il y a des risques en cas d'essai ou en cas d'invalidité, dans ce cas-là, assurer spécifiquement une assurance qu'on appelle la risque pur pour couvrir certains risques. Merci beaucoup pour vos explications, Roland Bron. Très bonne soirée à vous. Au plaisir, merci beaucoup à vous. Et vous trouverez les réponses à toute une série de questions pratiques sur notre site abe.ch ou sur notre page Facebook. C'est une entreprise qui nous vaut pas mal de courriers de téléspectateurs exaspérés. Inge, Dipl, Fust ou plus simplement Fust rencontre des petits soucis au rayon cuisine. Une grogne qui ne connaît pas le Röstigraben, en témoigne ce reportage de nos confrères de Kassensturz, adapté par Maya Cholet. Fust, et ça fonctionne ou pas? Fust, c'est la frustration. Fust, pour moi aussi, c'est la frustration. Pour moi, c'est Fust, ça frustre. Fust Servicegeräte? Ein Problem mit dem Elektrogerät? Fust ist schon unterwegs und hilft sofort. Wir reparieren, beraten und liefern. On vit dans les travaux depuis 1 an et ça n'est toujours pas terminé. La transformation de la cuisine aurait dû prendre au maximum 3 semaines. Mais peu de temps après l'installation, Priscilla Spicher remarque que la nouvelle plaque de cuisson chauffe aussi extrêmement bien le plan de travail en pierre juste à côté. La sortie de vapeur non plus ne fonctionne pas correctement. Elle renvoie de l'air. Mais les monteurs de Fust sont désemparés. Finalement, on a fait appel directement à un technicien du fabricant de l'appareil. Il a remarqué que là où vous pouvez maintenant voir un tuyau, il n'y en avait pas. Il a été oublié lors de l'installation. Il y avait aussi des problèmes de ventilation dans le réfrigérateur. Les monteurs de Fust ne l'ont pas installé selon les plans du fabricant. Après 6 mois d'air irrespirable, les Spicher résolvent le problème à leurs frais et font percer un trou dans le mur extérieur. Faudrait que le bouton rouge soit là pour appuyer et dire « ça ne marche pas ». Alors que les Courtes préparent le repas de Noël, une invitée fait tomber un verre sur la plaque de cuisson qui se fissure. Puis le four s'éteint. La cuisinière ne fonctionne plus. On avait prévu un super dîner de Noël et pour finir, on a fait des pâtes. Heureusement, la famille a encore une petite cuisinière de camping. Une solution juste temporaire, pense Timo Kurt. Le soir même de Noël, le Bernois commande une autre cuisinière sur le site internet de Fust. Il paye la totalité de la somme, soit 1587 francs. Un mois après Noël, le monteur de Fust vient pour l'installation. Mais, mauvaise surprise, il explique que la cuisinière n'a pas les bonnes dimensions et repart avec. Timo Kurt contacte le service client de Fust et demande ce qu'il doit faire. Je n'ai reçu aucune information, rien du tout, ni aucun conseil pour la suite. Servizio Fust, buongiorno. Un problema con un apparecchio elettrico. Au Tessin aussi, Fust vend du rêve et promet des services irréprochables. Rosemarie Wandler commande une nouvelle cuisine dans la filiale de Fust de Giubeasco. Fust, und es funktioniert. Fust et ça fonctionne, c'est faux. L'été dernier, Rosemarie Wandler a fait installer une nouvelle cuisine pour 60 000 francs. Mais 8 mois après, il manque encore certaines parties, comme ses pièces d'armoire.
À 2 reprises, la largeur puis la hauteur n'ont pas été mesurées correctement. Et ils ont mesuré aussi 2 fois l'angle de manière incorrecte. C'est la 7e fois qu'ils vont mesurer. J'espère que ce sera la bonne. Après 7 tentatives, l'armoire et la cuisine sont enfin terminées. Quant à Timo Kurt, il a patienté 2 mois, puis décidé de contacter le directeur de Fust. J'ai tout payé d'avance, donc je trouve que j'ai le droit de recevoir tout le matériel en une seule fois. Au lieu du directeur, c'est le service client qui contacte Timo Kurt. Il doit commander une autre cuisinière, ce qui lui vaut des semaines d'attente supplémentaires. J'ai vraiment eu l'impression qu'on me menait en bateau. Je ne sais pas si les mails venaient d'un ordinateur ou d'une vraie personne. En mars, la patience de Timo Kurt atteint ses limites. Fust demande un supplément de 120 francs pour la nouvelle cuisinière et explique n'avoir pas d'autre option que de la commander dans une autre agence. Là, c'en est trop, je veux tout annuler et récupérer mon argent. Les Spicher non plus n'en peuvent plus, après plus de 20 rendez-vous avec les installateurs de Fust. Entre les livraisons de matériel mal dimensionné et les travaux défectueux, c'en est trop. Pour les désagréments subis, Marc Spicher demande une réduction de 10 000 francs sur la facture finale. De son côté, Fust propose 4 000 francs. J'ai dû demander moi-même une réduction de prix pour tous ces problèmes. Fust n'a pris aucune initiative pour faire un geste commercial. Là, il m'offre 4 000 francs de remise, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout proportionnel à tout ce que nous avons subi. Les Spicher maintiennent leur demande de remise de 10 000 francs. Un rendez-vous avec Fust est prévu prochainement. Ils espèrent que ce sera le dernier. Eh bien, aujourd'hui, le dossier est clos. Les Spicher ont accepté un dédommagement de 5 000 francs. Au Tessin, l'armoire de Madame Wandler est finalement terminée. Quant à Timo Kurt, après des mois de flottement, il a pu récupérer l'argent de la cuisinière qu'il n'a jamais eu. Interpellé par SRF, Fust a expliqué que ces cas ne répondaient pas à leurs exigences de qualité, que la satisfaction de leurs clientes et clients est une priorité et que l'entreprise allait examiner ces cas et optimiser les processus internes. Et le plaisir de terminer cette émission avec l'actualité conso de Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez de transport public avec quelle nouveauté? Des offres plus flexibles pour s'adapter aux nouvelles habitudes des clients qui ont adopté le télétravail. Ces offres sont ou vont être testées par plus de 200 entreprises membres de l'Alliance SwissPass. 200 entreprises dont les CFF avec une offre avoir transport public. En quoi est-ce que ça consiste? Alors, vous payez 2 000 francs et puis vous êtes crédité d'un avoir de 3 000 francs pour acheter pendant un an des billets et des cartes journalières. Autre option, le plafonnement des prix. Ce qui veut dire qu'au-delà d'un certain seuil, les courses supplémentaires sont gratuites. Expérience cet été à Lausanne. Sur une durée d'1 mois, vous achetez 20 billets par SMS et les suivants sont gratuits. Et puis assez créatif, des abonnements avec jour à choix. Oui, c'est un abonnement que vous pouvez utiliser 104 ou 156 jours par an. Il est testé dans le canton de Vaud. Il coûte moins cher, bien sûr, que l'abonnement annuel, donc intéressant à condition de pouvoir anticiper ses besoins. Alors, qu'est-ce qu'en disent l'association Transport et Environnement et puis Monsieur Prix qui réclame en permanence des baisses de prix pour les transports publics? Alors, ils saluent tous les deux, même s'il faudrait encore des offres plus orientées vers les besoins des clients, selon Monsieur Prix. Toute autre chose, on passe à votre petit caddie avec une peluche voilà. ce soir.
Je présente Max, la marmotte, avec ses amis que vous voyez là. C'est Bella, la renarde, et Andri, le bouquetin. Ils sont les nouvelles mascottes de la COP et de l'action La Montagne, quelle aventure. Alors, vous connaissez le concept, hein, on collectionne des timbres et après on peut les échanger contre une peluche ou alors faire un don de 10 francs au WWF. Le hic, pour une téléspectatrice qui nous a contactés, c'est que Max a fait beaucoup de chemin avant d'arriver jusque chez nous. Et voilà, on voit sur son étiquette « Made in China », c'est une marmotte chinoise. Et ça choque cette téléspectatrice. Hein. Protéger les Alpes, oui, mais le transport de tous ces articles de Chine ne protège rien du tout, nous écrit-elle. Elle se demande pourquoi le WWF approuve ce transport de marchandises qui sert à fidéliser les clients de la COP. Excellente question que vous avez bien sûr posée à COP et au WWF. Et c'est lié aux quantités qui sont nécessaires. Hein. Le WWF précise que les peluches voyagent en bateau, que les fournisseurs et les tissus sont certifiés. Hein. Travail équitable, production dans le respect de l'environnement. Dans ces conditions, une division mondiale du travail peut faire sens, juge le WWF. Alors, une division mondiale du travail, quel sens est-ce qu'elle a ici ? En l'occurrence, porter notre message plus loin, explique l'ONG qui précise encore collaborer depuis 15 ans avec COP pour une consommation plus respectueuse de l'environnement. Alors ok, ça c'est pour cette peluche-là, mais il y en a quand même souvent des peluches chez COP. Exactement, voilà quelques souvenirs des anciennes actions, hein, toutes quelques souvenirs de Chine. Hein, et vous voyez qu'entre collection et accumulation, il n'y a qu'un pas qui se franchit très rapidement quand on a des enfants. Les peluches sont destinées à donner du plaisir pendant longtemps, écrit COP, mais pas éternellement, comme en témoignent ces petites annonces publiées par des particuliers sur Anibis ou Ricardo. Ah oui, qui cherchent déjà à s'en débarrasser. Dans votre caddie, on retrouve aussi cette ampoule BioVitae qui était déjà là la dernière fois et qui donc affirme éliminer les virus et aussi le coronavirus. Pour une petite précision, contrairement à ce que nous avions dit la dernière fois, eh bien, cette ampoule affirme bel et bien être un dispositif de prévention et de contrôle de la charge bactérienne et virale. Voilà, c'est dit. On passe maintenant à un test, un crash test plus précisément, réalisé avec des dispositifs de transport pour enfants à vélo. Un test réalisé par l'association de consommateurs belges Testachat avec le concours de l'association automobile allemande ADAC. Et ils ont simulé une collision entre une voiture lancée à 30 km/h et 5 dispositifs. Hein, vous allez les voir. Il y a la remorque qui s'accroche au vélo, un système type tandem avec le vélo pour enfants accroché derrière, un vélo cargo à 3 roues et un autre vélo cargo à 2 roues, et puis enfin un de ces vélos rallongés. Et les résultats ? Plutôt effrayant, non ? Oui, les meilleurs, ce sont 2 suffisants pour le vélo rallongé et la remorque pour vélo. On commence avec elle. Regardez les images de l'impact. Ah oui, quand même. Oui. Alors, les points positifs pour ce système, c'est le cadre et les ceintures qui protègent les enfants. Point négatif, en revanche, le premier choc est assez important. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre dispositif jugé suffisant, le vélo rallongé. Oui, dans ce cas, le premier coup est moins violent en raison de la position assise haute. La coque aussi protège en cas de chute et de glissement sur le sol. Point négatif, l'enfant tombe de très haut. Un résultat encore moins bon pour les vélos cargo, qu'ils soient à 2 ou à 3 roues. L'avantage, là, c'est la caisse qui protège lors de l'impact. Les inconvénients, le vélo qui glisse sur la route à cause de la paroi et les risques que les enfants soient éjectés de la caisse. Et alors, le système le moins sûr, c'est le tandem, donc avec le petit vélo de l'enfant qui est accroché, appendu derrière le vélo du parent. Exactement, là, l'enfant est assis en liberté, sans protection sur son propre vélo. Et en cas de collision, les hanches et les jambes sont immédiatement touchées. Et puis, la tête heurte le sol et l'enfant glisse sans protection. Ça fait un peu froid dans le dos. Oui, c'est même franchement carrément horrible. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer la sécurité de ces petits-enfants à vélo ? Pour tous les systèmes dont on vient de parler, faire très attention aux casques, aux ceintures de sécurité, conduire prudemment et bien sûr éviter les situations dangereuses. Un peu d'espoir avec ce conseil. Merci beaucoup Viviane Gabriel. Très bonne soirée à vous. Merci.